Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où j'ai aujourd'hui la chance de recevoir Lyselle Quiroz. Bonjour Lyselle. Bonjour Nicolas, merci beaucoup pour l'invitation. Mais avec très grand plaisir, Lyselle. Alors pour le grand public, je vais vous présenter pour les auditeurs et auditrices. Vous êtes historienne et professeure des universités à Cergy Paris Université. Vous êtes membre du laboratoire Agora. Vos recherches portent sur l'histoire de la maternité, des femmes et de la santé dans les Amériques et plus particulièrement le Pérou des 19e et 20e siècles. Parmi vos derniers travaux figurent féminisme et activisme dans les Amériques au XXe et XXIe siècle, Paris en 2020, et mettre au monde la maternité en jeu de pouvoir au Pérou entre 1820 et 1920, qui apparaîtra incessamment sous peu aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Vous êtes aussi co-créatrice du podcast Est notre histoire, qui compte une trentaine d'épisodes et qui porte sur différents sujets historiques. Pour celles et ceux qui voudraient l'écouter, on met sur la page de l'émission et sur notre site internet les liens vers le site internet et vers les plateformes pour écouter directement ce podcast. Alors, on va aujourd'hui travailler autour de vos sujets de prédilection que sont la maternité, on va y revenir, mais avant ça, présentez-nous ce que vous voulez dire dans cette série autour de la maternité de façon générale, Lyselle. Oui. Alors, je vais vous présenter la série qui s'appelle Ginny et Georgia, qui est une série états-unienne qui a été créée par Sarah Lambert et qui a été diffusée par Netflix en février de cette année 2021. Alors, la série tourne autour de Georgia, qui a deux enfants, qui a 30 ans, et qui a deux enfants, une adolescente, Ginny, de 15 ans, et un garçon, Austin, de 9 ans, et qui viennent s'installer dans une nouvelle ville, Westbury, dans le Massachusetts. Et autour de ce trio, on va voir se dessiner différentes thématiques, celle de la maternité, ou des figures de la maternité, plutôt, les relations aussi entre mère et fille adolescente et plus globalement aussi les relations familiales pour une femme célibataire avec les parents, les papas, des enfants, et en tant aussi que femme pour ce personnage de Georgia, également ses relations amicales et sentimentales. Une série donc, vous venez de le présenter, autour de la maternité, c'est le cœur de votre recherche, de vos recherches, c'est très intéressant. Alors justement, peut-être, autour de ça, il y a une question qui revient avec cette idée, souvent normée d'ailleurs, de qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est ce qu'on pourrait qualifier d'une mère, d'une bonne mère, et au contraire, en miroir de ça, ce qu'on peut apercevoir dans la série, ce que d'aucuns qualifieraient de mauvaise mère. Alors, comment est-ce qu'on voit ça et comment peut-être vous commencez par là, donner une définition peut-être de ce qu'on entend par là? Oui, absolument. Alors, au XIXe siècle, au moment où se réactive, disons, un patriarcat, une organisation patriarcale des sociétés occidentales, apparaît la figure du pater familias, mais aussi en contre-jour, ou à l'opposé, ou à côté, en parallèle, celle de la mère et surtout de la bonne mère, enfin, c'est le modèle maternel par excellence pour la femme, c'est la maternité. Et une bonne mère est d'abord celle qui s'occupe absolument de ses enfants, de son époux et de son foyer, et elle doit y être consacrée entièrement. Et ce modèle qui est né au XIXe siècle, eh bien, il s'est bien entendu un petit peu reconfiguré, il a changé à travers les décennies, mais reste quand même toujours aujourd'hui dans nos sociétés occidentales modernes,
contemporaine, l'idée toujours de cette dévotion que doit porter la mère pour ses enfants, en tant que protectrice, mais aussi une sorte de dépendance ou un attachement aussi au père. Or là, on va voir une mère célibataire dans cette série qui justement, la série va jouer avec les notions ou les représentations de la bonne mère, donc cette mère qui se consacre entièrement à ses enfants et s'oublie elle-même en tant que femme, et la mauvaise mère qui est la figure donc opposée, qui est celle de la mère un peu dénaturée, justement, qu'on appellerait au XIXe siècle celle qui a perdu son état naturel, puisqu'on pensait, ou on l'a construit ainsi au XIXe siècle, en disant que les femmes sont par nature vouées à être mères de manière essentielle, c'est leur essence. Et donc la mauvaise mère est celle qui a perdu pour différentes raisons, le vice en particulier, cette qualité naturelle, et qui reste assez centrée sur elle-même et qui oublie sa progéniture et ne vit que autour de sa propre personne et de ses intérêts personnels particuliers. Donc c'est ce qu'on voit on va voir dans cette série autour du personnage de Georgia, qui est à mon sens celui qui est le plus travaillé par la scénariste pour montrer à la fois ce jeu-là, ses failles, mais aussi la force et la puissance que peut avoir aussi une mère dans des situations particulières à lesquelles elle va être confrontée dans la série. Alors, je peux un peu détailler ce qu'est ce personnage. Alors, Georgia est donc une femme blanche qui apparaît quand on la voit dans le premier épisode, une femme blanche blonde qui correspond vraiment au canon de beauté occidentale, et un peu comme la représentation, on va dire, de la Barbie, et qui est qu'on a l'impression aussi qu'elle vient d'un milieu aisé, et qui en même temps qui s'installe donc dans cette nouvelle ville avec ses 2 enfants. Et très vite, la série décide d'entrer par le modèle de la mauvaise mère, puisqu'en fait on la voit, elle, très centrée sur son apparence physique et ses habits. Donc ce que normalement dans le modèle que j'ai présenté viendrait à constituer un petit peu la mère trop centrée sur elle-même et sur sa personne. Elle ne fait pas très attention, paraît-il, au début à ses enfants, puisque par exemple dans une scène très rapidement au début, dans le premier épisode, c'est sa jeune fille Ginny, qui est métisse, qui conduit la voiture, et puis elle est en train de faire ses ongles de pied et d'écouter une chanson aux paroles explicites, alors que le petit garçon, le fils, est assis à l'arrière et écoute la musique, chante avec elle. Et c'est sa fille, Ginny, qui la reprend en disant « Mais est-ce que tu trouves que c'est normal qu'on écoute Shaggy, en l'occurrence, et Was On Me pour un petit garçon ?» Et donc, cette scène, par exemple, elle présente bien ce tableau-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression au début que la série, elle va aller vers une opposition, entre la mère qui est encore une sorte d'adolescente, et la fille adolescente prend le rôle de la mère qui dit la règle, qui est qui est plus protectrice, on peut dire, en tout cas qui protège le petit. Et c'est ainsi qu'on va voir donc Georgia se déployer dans ce premier épisode autour d'elle, des choses, elle leur permet, par exemple en termes on va le voir aussi en termes de sexualité, très, très libérale. On sent qu'elle s'intéresse. C'est quelque chose qu'elle
auquel elle pense et qui fait partie de sa vie, alors que dans le modèle de la bonne mère, toute la question de la sexualité, donc de la féminité, doit être mise de côté, doit être occultée jusqu'à nos jours. Enfin, il doit être amoindri. Peut-être aujourd'hui, on dira que les femmes ont le droit à garder une sexualité, mais doit être privée. Or là, Georgia, elle fait étalage un peu de sa vie et on va la voir à travers par exemple, donc c'était attention pour ses tenues et pour son apparence physique, mais également pour sa sexualité autour, par exemple, de l'usage du vibromasseur, par exemple, pour montrer dans la série à quel point elle reste donc une femme et donc la mauvaise mère, puisque ces aspects-là de la vie des mères ne sont pas normalement, dans les représentations classiques, ne devraient pas être mises en avant, mais devraient rester dans l'ordre de l'intime, dans le meilleur des cas, voire disparaître un peu derrière l'attention aux enfants. Donc la série, elle s'ouvre par là, par ces scènes qui nous montrent une Georgia. Alors il faut dire également que c'est sous l'angle de l'humour. C'est vraiment c'est un élément très important de la série. Tout ça est de manière assez humoristique et pris vraiment à la légère, c'est-à-dire que Georgia est légère, elle, comme personnage, mais aussi la série la prend de manière légère. Donc, on rit à travers ces scènes parce qu'elle s'est pris d'une manière dérisoire, enfin, un peu sous cet angle-là, et pas de manière un peu ni crue ni réaliste, mais vraiment légère comme Georgia. Et ça fait, je pense, ça fait partie du charme de la série, c'est-à-dire que voilà, on entre à travers elle et du coup on a un sentiment d'empathie assez rapide avec ce personnage qui prend de plus en plus de place dans la série et qui devient donc l'élément central et qui articule toute la série sur ces 10 épisodes. Alors, vous venez de le dire, justement, Elisel, c'est très intéressant. Une saison, 10 épisodes, et on sait déjà que Netflix a commandé une saison 2. Preuve du succès aussi de la série, du succès d'ailleurs qui est apparu pour beaucoup surprise. Parce que finalement, et ça je pense qu'on va le comprendre tout au long de votre intervention dans l'émission, c'est une série qui, sous un aspect parfois, je vais dire, vous l'avez un peu commencé à l'évoquer, frivole, parfois assez marrant, on a des thématiques très très fortes qui apparaissent, des thématiques notamment, vous commencez à le voir avec nous, on a dit celle de la mauvaise mère, on a aussi quelque chose qui questionne notre société contemporaine, c'est la place de la femme dans la société et la place de la mère en particulier, parce que historiquement, vous allez nous le dire, vous travaillez sur ces thématiques depuis le 19e siècle, vous les connaissez, il y a une opposition entre une femme épanouie et une mère. On voit bien, et ça avait été repris un peu, ça avait été au cœur aussi de tout ce qui s'était dit dans une série à succès américaine, par exemple, des années 2000, comme Desperate Housewives, par exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette série de 2021, Ginny et Georgia? Comment est-ce qu'elle montre aujourd'hui cette opposition historique entre la femme et la mère? Oui, alors elle la montre, vous avez très, très bien dit qu'en fait, c'est une figure, cette mère et cette opposition, enfin plutôt la mère prise entre ces deux voies, elle est historique, enfin vraiment sur toutes les séries, et maintenant que vous le dites, mais même depuis des séries des années 60, je pense en particulier même à des séries comme Ma sorcière bien-aimée, on a donc des femmes qui sont femmes mais mères et qui doivent combiner et jouer avec cela. Donc si on prend dans les années, des séries, par exemple des années 60, je parle plutôt mainstream, enfin celles qui sont les plus connues et plutôt pour un public blanc, la femme doit se soumettre à ce rôle de mère, qu'elle le veuille ou pas, et dès qu'elle sort un peu de ce cadre-là,
c'est-à-dire lorsqu'elle expose, par exemple, son besoin de séduction, ses désirs, il faut qu'immédiatement, même si la série le permet, il faut qu'immédiatement elle fasse une autocensure, elle va s'autocensurer et puis revenir d'une certaine manière sur le droit chemin qui est celui de se limiter, de s'autocensurer. Alors que là, Georgia, elle n'a aucune autocensure, au contraire, on le voit, et on le voit à travers l'opposition avec le personnage de sa fille Jenny, qui a 15 ans, c'est-à-dire qui a l'âge qu'elle-même, Georgia, avait lorsqu'elle a eu sa fille. Il y a un écart donc relativement réduit entre la mère et sa fille adolescente, et donc c'est l'adolescente qui va paraître bien plus sérieuse. Et donc en fait, c'est sa fille la fille Jenny qui montre plutôt qui rappelle à l'ordre la mère, et on a un personnage donc maternel ici qui est repris par sa propre fille, alors que on le voit dans d'autres séries, ce sont les femmes elles-mêmes qui reviennent un peu, qui recadrent, qui se libèrent par moments, mais lorsqu'elles rentrent dans l'espace familial, domestique, reprennent leur vie de mère. Or là, on la voit tout le temps dans l'espace privé comme public, de la même manière, absolument libre. C'est une femme qu'on voit libre et qui en plus enseigne à sa fille cette liberté, alors que la fille elle-même, elle est un petit peu, on la sent coincée, dans ce rôle un peu particulier d'être celle qui doit recadrer sa mère et pas l'inverse. Et je pense que ça, c'est un aspect assez original de la série, parce que cette fille, en plus, elle n'est pas seulement de 15 ans plus jeune qu'elle, elle est métisse, donc il y a aussi la question raciale c'est celle qui est la moins bien traitée. Elle est, par moments, elle arrive dans la série, mais elle n'est pas exploitée, elle est un peu prise de manière un peu superficielle, mais bon, ça va aussi jouer, c'est-à-dire que c'est normalement la fille qui devrait être un peu l'adolescente qui fait les 400 coups. Elle va être la plus sérieuse, c'est une excellente élève, elle est féministe, elle n'a pas peur même de s'opposer à ses professeurs. Les premières scènes, on la voit dans les premiers épisodes se lever un peu et critiquer le syllabus, le programme du professeur, parce qu'il n'a pas inclus suffisamment de femmes dans le corpus, et de femmes racisées ou des femmes non blanches. Donc on voit que Ginny est plutôt la figure de la fille très sérieuse, très mature, et ce qui contraste avec sa mère, donc, qui est le modèle vraiment du coup de la mauvaise mère, ou la mère un peu légère et futile, qui va bien avec ce modèle de la blonde un peu pas très pas sérieuse et pas très fine, pas assez fine, et c'est par là que veut nous prendre au début. Mais c'est juste un jeu de la scénariste, puisqu'en fait, au fur et à mesure, on va voir que ce personnage, derrière ses airs futiles, légers et assez creux, finalement, se cache un personnage très intelligent et surtout très protecteur de ses enfants. Et en réalité, cette mauvaise mère qui apparaît au début n'est pas si mauvaise, et même tout le contraire. C'est ce qu'on va voir dans les épisodes suivants. Mise en plus Georgia en contraste ou en parallèle, non seulement avec sa fille qui la corrige, mais aussi avec d'autres mamans, d'autres mères de l'école de son fils, qui, elles, pour le coup, aussi apparaissent comme le modèle des bonnes mères. Là aussi, on va voir le contraste à travers cette opposition avec les mamans de l'école.
de l'école de son fils, qui elles sont toutes habillées de manière très sobre, qui ont vraiment, puisqu'on est dans un quartier assez riche, donc elles ont toutes à peu près le même brushing, la même les tailleurs, elles s'occupent des enfants, elles vont organiser les fêtes de leurs enfants pour l'école. Donc tout ça va insister sur cette opposition entre les bonnes mères et Georgia, la mauvaise mère. Vous venez de le dire, Lisselle, la figure de la mère, c'est quelque chose qu'on voit dans les séries depuis les années 60. Vous avez parlé autour de Ma sorcière bien-aimée, par exemple, une série connue du grand public qui est repassée pendant de nombreuses années sur les chaînes françaises. Donc ça, on vient de le voir, la mère, la femme, c'est une question qui a depuis longtemps fait écrire les showrunners sur les séries. Et une peut-être plus récente que je voulais vous poser maintenant, c'est la figure de la mère célibataire, parce que c'est vrai, si je reprends par exemple Desperate Housewives, toujours au début des années 2000, cette figure-là peut paraître vraiment n'y était pas. Alors qu'aujourd'hui, en 2021, sur une série, comme vous dites, là aussi, la figure de la mère célibataire, c'est quelque chose qui apparaît plus central. C'est un reflet de la société. C'est là où on voit que les séries s'adaptent un petit peu à l'évolution sociale, ou peut-être ces séries actuelles comblaient un vide, puisqu'on montrait moins ces figures de mère célibataire. Qu'est-ce qu'on peut en dire dessus, Lisselle ? Oui, c'est vrai que les séries s'adaptent et effectivement, il y a, et ça c'est le résultat des mouvements féministes qui rappellent qu'une femme qui n'a pas, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est seule et que donc elles peuvent justement développer des stratégies et qu'elles ont toujours développé ces stratégies d'empowerment historiquement. Historiquement, depuis les années, les personnages de mères célibataires sont extrêmement rares, en effet, dans les séries des États-Unis, mais ils apparaissent pas en personnages principaux, peut-être en personnages un petit peu secondaires, mais je pense à la série aussi de l'année dernière, Au fil des jours, qui était une adaptation d'une série des années, il me semble, des années 80, où on voyait déjà une mère célibataire qui élevait ses 2 enfants. Et lorsqu'on avait ces mères, elles étaient quand même accompagnées dans les séries d'un homme qui au fil des jours des années 80 et celle reprise et qui est aussi sur Netflix, qui est passée sur Netflix sur une femme cubaine qui élève toute seule 2 enfants. Y a quand même des hommes qui sont autour et surtout un personnage qui va faire un peu la figure du père ou du père de substitution qui est celui qui aide. C'est donc on va au Desperate Housewives, comme vous le dites, les hommes sont là, sont présents. Or là, sur Ginny et Georgia, Georgia est seule. Alors, on va faire entrer les personnages masculins au fur et à mesure, mais elle est plutôt la célibataire qui n'a pas besoin, en fait, finalement, de ces hommes. Les hommes viennent, enfin, il y a des rapports, ne serait-ce que les pères des enfants, puisqu'elle a deux maris au moins, enfin, les pères des 2 enfants. Et même que ce rapport, c'est un rapport assez conflictuel, voire carrément tendu. Je ne vais pas spoiler, mais les rapports avec les hommes, du coup, ici, sont vraiment marqués de manière opposée et qui renvoient plutôt à l'idée que Georgia est une célibataire qui s'assume comme célibataire, qui n'est pas à attendre, par exemple, le prince charmant, si on peut dire ça comme ça, ou une relation stable, ou le mari, le bon mari. Elle vit, elle n'a pas l'air elle ne cherche pas finalement à avoir ce prince charmant, et puis elle vit plutôt des rapports assez
tendu, voire conflictuel avec les hommes qui vont participer dans la série. Alors ça, c'est quand même une série assez hétérocentrée. Hein. Il y a, même si chez les adolescents, il y a un petit peu d'autres des évocations d'autres types d'orientation sexuelle, mais il n'empêche c'est assez hétérocentré. Mais dans cette hétérocentralité, il y a une femme qui assume cette condition de célibataire et de mère célibataire qui joue aussi avec disons, quelque chose qu'on voit dans toutes les études sociologiques, que ce soit en Occident ou aussi dans d'autres espaces. Je pense à l'Amérique latine, hein, qui est l'espace que je connais le mieux, où les femmes sont des chefs de famille vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'elles gèrent tout de A à Z. Et là, on voit bien Georgia toute seule. Et les enfants ont des pères, mais c'est elle qui gère tout et s'occupe des deux enfants entièrement et tout autant financièrement que matériellement. Et donc, et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez nouveau et que, par exemple, dans Desperate Housewives, on voit pas d'une manière aussi nette, c'est-à-dire la femme célibataire qui assume tout, la charge, y compris vraiment, c'est elle qui a vraiment toute la charge des enfants à 100%. Et qui vit aussi sa vie qui assume sa vie de femme seule et célibataire et qui lui donne ce qui est une forme aussi d'empowerment qu'on va voir dans la série. C'est-à-dire c'est une femme qui se montre par rapport aux autres mères, par rapport aux bonnes mères, c'est une femme qui est plus forte. Hein. La force de Georgia, elle apparaît sur toute la série. C'est quelqu'un qui est déterminé, mais qui est déterminé par ce fait même qu'elle dépend de personne, qu'elle dépend que d'elle-même et que petit à petit, là je ne spoile pas, mais en disant que quand même derrière ce personnage de mère futile et autocentrée, il y a quand même un amour de ses enfants et une préoccupation très forte pour eux. Qui n'apparaît pas de prime abord, mais qui est là, très présente et qu'on va la voir se développer au fur et à mesure de l'avancée de la série. Lissel, liée à cette question des mères célibataires, arrive une autre, celle du déclassement social, comme on peut le voir dans la série. On voit bien hein, que les deux thématiques sont proches. Alors justement, comment est-ce que cette question du déclassement est abordée? Comment est-ce qu'il est mis en lumière? Parce que là aussi, ça fait partie des problématiques qui sont certes anciennes, mais qui sont peut-être de plus en plus mises à jour par les showrunners dans les séries. Oui. Oui, absolument. Alors, déclassement et ascension sociale et déclassement. Je pense que plutôt dans les séries, on avait soit l'un, soit l'autre. Bon, l'ascension sociale, hein, voire même dans les telenovelas, les séries latino-américaines où la protagoniste va monter, va devenir plus riche et où la situation du déclassement, la femme très riche qui va tomber sur la vie réelle, va vivre la vraie vie, on va dire ça. Or là, on a l'articulation des deux moments parce que Georgia est issue d'un milieu très populaire, hein, de blancs, de ce qu'on appelle l'espace des blancs pauvres des États-Unis, hein, qui a vécu notamment non seulement dans la pauvreté ou dans le manque d'argent, mais aussi dans un espace socialement avec des pathologies sociales, hein. C'est-à-dire la violence intrafamiliale, la violence
conjugale, la violence de genre, tout ça est très présent dans son histoire. Donc, elle sort en fait d'un milieu très populaire, qu'elle garde un peu dans son accent, un peu aussi, qui n'est pas la ville bourgeoise où on la voit se déployer durant toute cette première saison de la série. Et donc, c'est une femme qu'on voit dans cette saison, qu'elle est sortie d'un milieu très populaire et elle a atteint un niveau supérieur. Donc, il y a eu une ascension sociale et ça va se voir notamment à un moment où elle va recevoir sa sœur qui, elle, est restée dans le milieu d'origine de Georgia. Et on voit donc le contraste, on voit par ce contraste-là comment a évolué en fait Georgia socialement, physiquement, parce que là, la richesse se voit aussi dans le physique, dans la tenue, dans la manière de se tenir, de parler, etc. Et donc, elle a connu une ascension sociale qui est due, on nous le présente à travers notamment ses mariages, parce que comme la mauvaise mère qu'elle est, ou la femme frivole qu'elle est, elle a, semble-t-il, épousé un homme très très riche qui est décédé et qui lui a laissé cet héritage-là. C'est comme ça qu'il s'est présenté, et je ne dirai pas davantage, puisque dévoiler un des aspects intéressants très intéressant de la série, un revirement de la série. Donc, elle a connu cette ascension sociale et dans le courant de ces épisodes, on voit qu'en réalité, cette richesse, elle n'est pas si évidente, qu'elle est endettée, qu'elle connaît des problèmes, elle a des problèmes économiques et donc elle va chercher en fait, à de l'argent et être un peu entre les deux et avoir cette crainte. Et je pense que ce que met aussi en exergue cette série, c'est aussi la crainte, enfin la peur qu'ont les personnes ce qu'on appelle en sociologie les transfuges de classe, parce que c'est une transfuge de classe, Georgia, elle est partie de la pauvreté pour atteindre un niveau social élevé, mais ces transfuges de classe sont toujours dans la hantise de retomber, de revenir à cet état antérieur, social antérieur. Et c'est ce qui arrive à Georgia, qui est, avec ses problèmes financiers et économiques, elle doit par tous les moyens se protéger et éviter un classement complet. Et surtout, la chute, c'est un peu comme... je pense au roman de Zola, L'Assommoir, où Gervais Macquart va sombrer de nouveau parce que cette rechute, le déclassement peut vraiment nous ramener vers des temps non seulement difficiles, mais psychologiquement très durs. Parce que pour Georgia, le déclassement veut dire aussi tout le climat ou l'espace de violence dans lequel elle a grandi et elle a vécu. C'est les 15 premières années de sa vie. Donc ça, c'est la partie un petit peu mélodramatique de la série où on voit Georgia et sa peur, notamment lorsqu'elle retrouve sa sœur, où tous ses souvenirs reviennent à elle. Le déclassement est aussi... et ça, je pense que c'est quelque chose, un aspect intéressant, c'est-à-dire que en fait, la pauvreté, la misère s'accompagne, c'est pas seulement une question économique, c'est une question sociale plus globalement, c'est où on va vivre, comment on va se nourrir, comment on va manger, parce qu'il y a aussi toutes ces questions aussi de ce que mange l'alimentation. Voilà, des riches et des pauvres. Donc, on va changer tout ça, on va revenir à une alimentation différente, aussi des rapports sociaux, des rapports humains différents parce que la misère n'est pas économique, elle est sociale aussi dans beaucoup de cas. Donc tout ça est présenté alors de manière, c'est peut-être la partie où la série devient plus dense, plus dure, lorsque tout ce passé difficile de Georgia apparaît en lumière.
Ce qui permet aussi de montrer pour la scénariste ce qu'on appelle aussi en sociologie l'agency, l'agentivité, c'est-à-dire cette capacité d'action qu'ont les subalternes, qu'ont les personnes qui sont nées dans un espace social inférieur, minorisé. L'agency, c'est cette capacité d'action, c'est-à-dire qu'ils ont peu de marge, mais comment ils utilisent cette marge d'action pour s'en sortir ou lutter, et toutes les stratégies qu'elles ont de défense. Et bien là, Georgia, c'est un exemple de cette agency, de cette agentivité des femmes pauvres qui réussissent, et en plus mères célibataires, donc en fait elles cumulent aussi avec ce poids-là de ces mères qui, grâce à la maternité d'ailleurs aussi, la maternité est un espace d'empouvoirment, d'empowerment, leur donne la force pour développer ces capacités d'action. Elle est en action parce qu'elle a ce moteur que sont aussi ses enfants. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'études sociologiques, anthropologiques aussi, parce que ce n'est pas uniquement dans l'espace occidental, de comment la maternité, elle est aussi un espace de potentialité, c'est-à-dire que, par exemple, les femmes vont se trouver confrontées à gérer de manière absolument au millième, au centime près, un budget pour que les enfants, parce qu'il faut les nourrir, parce qu'il faut les envoyer à l'école, etc. Les femmes vont aussi lutter, défendre leurs droits pour les enfants. Enfin, il y a tout aussi. Je pense que là, ça recouvre des études sociologiques. Enfin, en tout cas, on voit bien refléter ce qu'on voit dans les études sociologiques qui montrent donc ces femmes chefs de famille et la maternité comme élément d'empowerment. Et où la question du déclassement est d'autant plus forte parce que quand si elles sont déclassées, c'est pas que leur déclassement, c'est pas que la hantise du retour on va dire à la situation d'origine, mais en plus elles vont emmener avec elles les enfants qu'elles veulent absolument sauver, parce que là, ça c'est quelque chose qui, pour le coup, montre bien que Georgia n'est pas une si mauvaise mère que ça, parce qu'elle protège ses enfants de ça, de ce déclassement-là. Gisèle Quiroz, regarder Ginny et Georgia, c'est aussi se poser la question d'une problématique malheureusement toujours et encore d'actualité, est celle des violences conjugales, des violences infrafamiliales. On le voit dans cette série, c'est montré sans phare là aussi, et ça permet pour les chercheurs, comme on essaie aussi de le faire depuis le début avec Histoire en série, et aujourd'hui avec vous sur cette série-là, ça permet aussi de poser des questions, de parler des choses, et ça, pour ça, Ginny et Georgia le fait très bien. Oui, absolument. Elle le fait très bien. Je crois que c'est la partie. Alors, j'ai parlé de l'humour, mais pour tout ce qui concerne les violences intrafamiliales, les violences de genre, comme on dirait en Amérique latine, c'est-à-dire celles qui s'adressent spécifiquement aux femmes parce que femmes, eh bien, elles sont absolument bien, très très bien illustrées de manière très réaliste et dans toute leur complexité. Parce que on voit la question, par exemple, de la jeunesse, comment les filles très jeunes, les adolescentes, elles sont confrontées dans nos sociétés occidentales davantage à la violence de genre, traduisant
espagnol, la violence de genre, davantage que les autres femmes, que ça s'adresse plutôt à ces femmes parce qu'elles sont plus vulnérables, à ces jeunes filles. La question, donc, bien sûr, et tout ce qui va autour de ces violences intrafamiliales, donc ce qu'on peut appeler la violence physique, mais aussi la violence sexuelle, tout ça est présenté. Alors, de manière très réaliste, mais jamais sans tomber dans une sorte de voyeurisme. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer non plus sur des heures à souffrir. C'est évoqué de manière très directe, donc il n'y a pas, on ne peut pas ne pas comprendre, hein, on va bien comprendre ce qui se passe et comment se jouent les rapports sociaux de genre dans l'histoire de Georgia. Mais en même temps, ce n'est pas non plus sous une forme de pathos absolument difficile à voir, parce que immédiatement, et ça c'est encore une fois la force, il me semble, de cette série, c'est que c'est la victime, et ça aussi c'est une caractéristique, c'est-à-dire qu'on a des victimes qui sont agents en même temps, qui ne restent pas dans le statut uniquement de victime. Je pense que c'est la grande force, et c'est ce qui a fait la popularité, ou en tout cas ce qui a fait la bonne réception de la série, c'est qu'on a quelqu'un qui est une victime, qui a priori serait la victime, et on pourrait le voir sous l'angle simplement du pathos, la pauvre femme qui, voilà, elle endure tellement de choses difficiles que voilà, c'est sa vie triste et oui, ça va être très, très triste. Or là, on a une victime qui se relève, qui se lève, qui lutte, qui est une résistante. En fait, plus que victime, Georgia, c'est une résistante. On va la voir dans les scènes où elle est confrontée à toute cette violence sociale, économique et sociale, toujours en position de réponse, de résistance par différents moyens qui peuvent être directs, physiques, mais qui peuvent être aussi dans cette forme de légèreté, d'insouciance, voire d'humour, qui peut se faire à travers, par exemple, même des plantes. C'est-à-dire que cultiver une fleur est une forme de résistance à double sens. Je ne vais pas dévoiler plus, mais voilà, quand elle cultive ces fleurs, il y a la fleur qui est symbole de renaissance, de tendresse, un peu de quelque chose de beau et de tendre. Et en même temps, c'est aussi une arme. C'est-à-dire que ça va servir également d'arme. Donc, c'est la force de cette série, c'est de montrer à la fois donc, les difficultés, je pense, comment on arrive en fait à ce qu'aujourd'hui, le grand fléau, on parle beaucoup de féminicide, donc tous ces assassinats de femmes parce que femmes, toute cette violence, Georgia aurait pu se trouver dans ce cadre-là, mais elle, c'est une résistante, elle va lutter contre ça, elle ne va pas se plier à ce sort. Et ce n'est pas que les femmes se plient, mais ce qui est bien dans les séries, parce que même beaucoup de documentaires ou beaucoup de films ont fait traditionnellement un petit peu le choix de regarder les femmes uniquement comme des victimes et montrer donc comment elles souffrent, combien elles souffrent, combien elles sont des femmes avec lesquelles il faut avoir de l'empathie. Et certes, il faut avoir de l'empathie, mais là, on a des formes nouvelles. Je pense que sont aussi qui correspondent à des études aujourd'hui en sciences humaines et sociales. On se dit, en fait, il faut regarder également comment on résiste. C'est-à-dire que les victimes ne sont pas, et d'ailleurs, pour avoir toute la thématique en droit de la justice réparatrice, pour réparer aussi, les personnes qui vivent ces violences ont besoin de sortir du statut de victime. En fait, on va leur reconnaître le statut de victime, et après, il faut
également, pour que la réparation et surtout la guérison se fassent, que ces personnes deviennent aussi des actrices de leur propre réparation. Et ça, c'est ce qu'on voit autour de ce personnage de Georgia qui agit et qui agit pour se défendre, mais aussi pour changer un peu les choses, pour changer cette vie, pour que et quelque part donc dans cette action individuelle, il y a un peu de changement plus global, c'est-à-dire ce qu'on va faire plutôt pour les femmes globalement, c'est-à-dire quelqu'un qui se défend. Voilà, elle apprend ça à sa fille, également à se défendre, donc c'est un peu plus large que la simple autodéfense. Donc c'est un personnage qu'on va voir plutôt fort et pas quelqu'un qui reste dans le statut simplement de subir les violences. Et ça, je pense que c'est ce qui a fait que cette série ait un écho aussi, une réception autour du public, je pense davantage le public féminin, plus importante, plus forte. Oui. Gisèle, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Je profite de vous avoir aujourd'hui à mon micro parce qu'on est sur une série, effectivement, on va dire occidentale, on peut la qualifier comme telle. Et vous qui connaissez plutôt les sociétés sud-américaines, notamment, vous avez travaillé sur les questions qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, plutôt sur les sociétés sud-américaines. J'aurais aimé qu'avec votre regard de spécialiste, de chercheuse là-dessus, vous nous disiez en quoi Ginny et Georgia, justement, en disent beaucoup sur les rapports actuels qu'il y a entre mère et enfant dans les sociétés occidentales. Alors, ils disent beaucoup sur les rapports mère-enfant. Bon, d'une part parce que dans les sociétés occidentales, les divorces sont vraiment de plus en plus fréquents, courants. Et ce sont, même si on est dans des formes de garde alternée, il y a quand même un poids toujours plus important qui reste important et sur les mères. Et ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire qu'on continue, par exemple, de voir que lorsque il y a un accident ou un incident à l'école, à la crèche, des enfants, on appelle d'abord les mères, que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, encore une fois, à l'école, où les enfants font quelque chose qui ne va pas, c'est d'abord vers les mères qu'on va se tourner, les responsabilisant davantage. On a toute la notion aussi de qui est étudiée en sciences humaines et sociales autour de la notion de charge mentale. Les femmes, même si dans les couples, on peut partager les tâches matérielles de maternage des enfants, par exemple en bas âge, eh bien, il y a tout un ensemble de fonctions, on va dire, un peu invisibles qui retombent sur les mères. Et dans la série, eh bien, on voit bien que Georgia a tous ces rôles-là. La mère qui se charge des enfants, qui a de la charge mentale, qui reprend, qui doit aller travailler parce que justement ce déclassement dont on parlait il y a un instant l'oblige aussi à prendre un emploi. Et donc elle va en plus être aussi, pas seulement mère, mais elle va aussi travailler, travailler de manière salariée parce que les mères travaillent toujours et énormément, mais elles ne sont pas salariées pour cela. Donc, la série lance là, je dirais, un modèle de mère et de mère célibataire très contemporain, bon, très urbain aussi, très, très urbain. C'est quelqu'un quand même qui, on voit, c'est très urbain, ça veut dire aussi un peu isolé, c'est-à-dire c'est une femme qui aussi, et ça pourrait être c'est un poids, des femmes qui se retrouvent
dans le cadre urbain, à se voir toute seule sans parents. Là, en l'occurrence, Georgia n'a pas sa famille à côté, elle n'a personne, donc elle doit un peu se débrouiller en trouvant d'autres types de solidarité autour du quartier, notamment aussi également mobiliser, bon, ça c'est un peu plus traditionnel, les plus grands pour s'occuper des petits, mais il y a toutes ces formes en fait de ce que sont ce qu'est la maternité ou les maternités aujourd'hui en Occident, qui se retrouvent dans le personnage ou dans la série. Alors, je ne sais pas si je réponds totalement ou il y a d'autres aspects de la question parce que là, j'ai un peu résumé. Je ne sais pas si vous souhaitez développer d'autres aspects plus précis de ces maternités contemporaines et occidentales. Alors, mais il me semble qu'il y a ce modèle en fait, de la mère seule et assez présent, donc qui a beaucoup plus de responsabilités et de responsabilités sociales que dans des espaces. Alors, si je compare plutôt avec des espaces ruraux ou les espaces, par exemple, sud-américains, des villages qui restent encore des communautés autochtones, par exemple, où le système collectif est davantage présent pour élever, pour s'occuper des enfants. Et que là, elles doivent, ces mères contemporaines gèrent beaucoup de choses et on exige qu'elles soient parfaites en tout. C'est-à-dire que ça, c'est un modèle peut-être qui n'est pas totalement critiqué, mais que Georgia incarne, c'est-à-dire que voilà, la mère, en réalité, la mère, elle doit être parfaite au travail, parfaite à la maison, parfaite sa tenue, elle doit répondre absolument à tout de manière absolument parfaite, c'est-à-dire sans se tromper, sans aucune erreur, alors qu'on est beaucoup plus tolérant avec les pères. Bon, ça, on ne le voit pas dans la série, mais ça, c'est moi. Enfin, là, on peut extrapoler un petit peu et comparer dans des études de genre, justement, voir pas non seulement ce qu'incarnent les femmes ou ce qu'on demande aux femmes, mais aussi ce que en contrepartie, on demande aux hommes. Et bien, justement pour les hommes, et on le voit un peu dans la série, dans les derniers épisodes, lorsqu'apparaît le père de Jimmy entre en scène, et lui, on va autoriser. On voit bien que les pères, il y a une certaine tolérance à ce qu'ils ne sachent pas très bien faire. C'est un peu dans leur nature, justement, puisqu'on parlait de la nature des femmes, à savoir, qui reste encore ancrée. On a réévalué tout ça, on se dit non, mais c'est vrai, il n'y a pas de mère naturelle percée. Elles se construisent, il n'empêche qu'on leur demande toujours d'être parfaites, d'avoir le goûter, de savoir alimenter correctement ses enfants, avoir le goûter à la sortie de l'école, de savoir les coucher à la bonne heure, etc. Et en revanche, pour les pères, eh bien, il y a une plus grande tolérance sociale, et ça, c'est quelque chose du modèle occidental de la famille, où les pères peuvent se tromper, savent moins bien faire, ou voire dans certains cas, on va leur enlever certaines tâches parce que justement on considère qu'ils ne sont pas capables de les faire complètement s'ils estiment ou s'ils indiquent qu'ils ne peuvent pas la faire. Donc il y a un peu tout ça qu'on peut voir aussi dans la série, et on le voit par exemple à travers ce que Georgia va déployer avec son petit garçon, auquel elle va cacher la réalité du papa du petit, c'est-à-dire qu'en fait, le petit écrit des lettres à son père qu'il croit en prison, et c'est Georgia qui se charge de répondre et d'entretenir la bonne image du père. Donc les mères, elles
vont jusqu'à ça, jusqu'à protéger pour leurs enfants. Ils vont jusqu'à créer des scénarios voilà, de toutes pièces pour ménager en fait la figure paternelle. Donc ça va jusque-là, elles doivent être parfaites dans tout, y compris dans la protection de l'espace paternel, du territoire des pères. Et donc c'est aussi une des tensions de la maternité, c'est-à-dire jusqu'à quel point être mère, c'est valorisé aussi par la société occidentale, et en même temps ça peut être aussi un espace assez pesant pour les mères, parce que voilà, c'est là où on voit encore les ficelles du patriarcat autour de cette exigence de ce que les mères elles aient des comportements absolument irréprochables dans tout pour les enfants. Licelle Quiros, merci beaucoup pour cette intervention sur la série Ginny et Georgia. Vous avez donné, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative qui permettra aux auditeurs et auditrices qui le souhaitent d'aller plus loin sur les thématiques abordées, notamment les questions de maternité que vous connaissez très très bien. Et je renvoie à vos différents ouvrages que j'ai cités en introduction qui sont là-dessus assez fondamentaux autour des questions de maternité en Amérique du Sud. Alors, vous avez aussi, durant l'émission, évoqué certaines thématiques qu'on renvoie vers d'autres émissions qu'on a déjà pu faire ensemble et qu'on devrait faire aussi à l'avenir, notamment, par exemple, aussi autour des séries qu'on a évoquées, comme Desperate Housewives, qui devrait, dans cette année 2021-2022, dans cette saison 3 du podcast, faire l'objet d'émissions. Alors, vous pouvez retrouver aussi notre actualité sur notre site internet, histoireensérie.com, où à chaque émission, vous avez une page de l'émission avec le résumé et les bibliographies fournies par les intervenants et intervenantes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre partenaire nonfiction.fr. Vous avez à chaque numéro le résumé de l'émission ainsi que les liens pour aller écouter l'émission vers les plus grandes plateformes de podcast et vers YouTube. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre groupe Facebook, donc Histoire en série, pour avoir toute l'actualité du podcast, et puis aussi sur